Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Grand Palais, Forum international Bois Construction 2026. Et avec mes deux invités, on va s'intéresser à un projet qui est en train d'être qui est dans les cartons, mais qui va sortir bientôt. Et on va s'intéresser au passif, mais au passif dans des locaux techniques. Pour en parler avec nous, monsieur Arno van den Driesch. Vous êtes ingénieur. Votre cabinet d'ingénierie s'appelle comment ? EOD Ingénieur Conseil. EOD Ingénieur Conseil. Et vous pouvez nous le présenter ? Oui, donc EOD Ingénieur Conseil, on a un bureau d'études spécialisé dans l'environnement, avec plusieurs métiers associés à l'environnement. Et notamment, moi je suis le directeur technique du métier aménagement et bâtiment durable. On est 80 ingénieurs à peu près à travailler sur la question de l'impact environnemental de l'acte de construire. Donc on est au bon endroit. Exactement. À côté de vous, Axel, excusez-moi, Acciardo. Et vous êtes architecte. Et l'architecture, qu'est-ce que c'est l'architecture ? Ella Architecture, c'est une agence implantée à Paris depuis une vingtaine d'années. On est spécialisé dans la construction en marché public principalement, logement, et notamment depuis quelques années, on se développe sur les centres de formation, l'enseignement, avec une dominante à l'agence qui a toujours été axée depuis le début sur la conception environnementale et l'approche sur la qualité d'usage. Alors là, on va partir à Tours. Sur un projet que vous travaillez ensemble. J'ai dit qu'il était dans les cartons, mais en fait, il est en cours de réflexion, c'est ça ? Oui. Il est en fin de conception. Il est en fin de conception. Expliquez-nous de quoi il s'agit et expliquez-nous le caractère, on va dire, très technique de ce bâtiment. On est sur une cité des formations qui renouvelle son offre et qui vise à augmenter sa capacité, notamment de formation sur les métiers de la restauration. Donc les métiers de la restauration, les métiers de la bouche, pour rééquilibrer l'offre sur le territoire en Touraine, qui est un terroir très particulier sur ce domaine-là. Et on est sur un bâtiment, du coup, à la fois un bâtiment d'accueil qui vise à proposer des espaces de détente et des restaurants universitaires pour l'ensemble du campus. C'est un très grand campus. Et puis, une partie beaucoup plus technique de salles de classe qui ne sont pas des salles de classe banalisées comme on peut les connaître, mais qui sont vraiment des ateliers techniques, scientifiques, des laboratoires de cuisine sur environ 2000 m², ce qui est très, très conséquent. L'objectif du maître d'ouvrage et votre objectif, c'est que ce bâtiment soit passif. Et si j'ai bien compris, c'est une première. Alors, un bâtiment passif, c'est pas forcément une première. Un bâtiment passif qui se fait dans la démarche PHPP. PHPP ? PHPP, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Passif House, c'est le label c'est allemand. le label, Oui, c'est-à-dire que c'est non seulement une démarche, mais ça se fait dans le cadre d'une certification encadrée avec des étapes et des discussions dont Arnaud nous fera part sur la manière de catégoriser cet équipement qui n'était pas aujourd'hui dans les ABAC de la maison passive, c'est-à-dire qu'un bâtiment classique, un collège, une école, des bureaux. Aujourd'hui, c'est tout à fait maîtrisé dans le process. Et là, on a à peu près 2 millions d'euros d'équipements de cuisine et qui vont être très consommateurs d'énergie et qui vont aussi créer beaucoup d'apports internes sur le bâtiment. Donc c'est ça qu'on essaie et vous travaillez avec Passive House, c'est ça, pour essayer de comprendre et de voir ce que l'on doit faire pour que ce bâtiment soit labellisé passif, enfin certifié passif, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que même si nos agences sont expérimentées, les AMO qui ont conseillé à Tours Métropole de viser cette labellisation, on est tous collectivement, le maître d'ouvrage, les AMO et la maîtrise d'œuvre, dans quelque chose qui n'existait pas, où on fait nos études, on contacte la maison passive, ils regardent ce qu'on a fait et on essaye d'évaluer avec eux comment on va créer une grille d'analyse et de certification adaptée à ce bâtiment, puisque l'enjeu est d'avoir une consommation plafond qui forcément, du fait des équipements à l'intérieur, explose les quotas d'habitude demandés par le PHPP. Au plan architectural, alors quand vous dites explose les plafonds, est-ce qu'on est sur le plafond habituel de la maison passive ou est-ce qu'on sera sur un plafond différent ? On sera nécessairement sur un plafond différent. La maison passive, elle a deux types de plafonds. Elle a un plafond sur les besoins en chaleur dans le bâtiment,
que là on respecte sans problème, même on va beaucoup plus loin parce qu'on a énormément d'apports internes qui participent au chauffage du bâtiment. Typiquement les salles de cuisine, on n'a pas de système de chauffage, il y a suffisamment de dégagement interne. Et il y a un deuxième seuil qui est un seuil toute consommation confondue, qui prend aussi les consommations électriques, y compris des process de cuisine. On vous l'a dit, il y a 2 millions d'euros d'équipement de cuisine. Ces consommations-là, elles dépassent très largement le seuil actuel proposé par la maison passive. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Au plan architectural, pour vous architecte, est-ce que ça change quelque chose et comment vous abordez le projet? Alors, être sur un bâtiment PHPP, oui, ça change quelque chose, notamment dans l'itération qu'on va avoir tout au long des études et cette nécessité d'être en proximité quasiment journalière sur 1 an avec à la fois le BET EOD, mais également tous les autres BET qui vont développer le projet au niveau technique. Donc là, on travaille avec le BET Mesrahi. EOD fait des prescriptions. On échange aussi énormément avec les AMO et le certificateur de la maison passive en France. Et forcément, avec notre maître d'ouvrage, qui doit prendre des arbitrages, et avec les futurs usagers. C'est-à-dire qu'on a construit avec eux, pour chaque élément à réfléchir, des inflexions de programme. On leur a expliqué qu'il fallait faire un effort sur le programme. On a refabriqué avec eux des éléments de programme. Nous, on a refabriqué le projet sans cesse pour à chaque fois lever les freins qui pourraient permettre d'arriver à cet objectif commun. Donc c'est en méthode de travail. Après, on a l'habitude, si on est sur des bâtiments à haute qualité environnementale, on intègre déjà des prérequis qui sont celles du bioclimatisme sur des bâtiments low-tech, sauf que là, c'est poussé sur un bâtiment qui sera pas low-tech forcément, puisqu'on est sur de la double flux et des systèmes de gestion de bâtimentaire quand même assez complexes. Je reviens toujours sur l'architecture. On est sur un bâtiment compact, on est sur un bâtiment qui va pouvoir s'exprimer un petit peu plus ou pas? Ouais, l'enjeu pour nous, architectes, c'est que la maîtrise énergétique et entrer dans une démarche PHPP ne doit pas se faire au détriment de la qualité d'usage. La qualité d'usage, pour moi, elle est spatiale. Elle est dans l'ergonomie des lieux, dans le confort et le ressenti d'un bâtiment. Et il ne s'agissait pas de faire une boîte à chaussures, vraiment. Donc, chacune de nos idées, chacune de nos volontés d'organisation spatiale du bâtiment a été dialoguée à chaque fois avec EOD pour qu'on trouve ensemble des solutions pour arriver à être exemplaire aussi sur ce qu'un bâtiment PHPP peut être pour maintenir le confort d'usage, mais global. Voilà. Pour vous, ingénieur, qu'est-ce que ça implique ? Si on rentre un petit peu dans le détail, comment vous avez abordé le sujet? Donc on a vu qu'au niveau du chauffage, ce n'était pas nécessaire. Après, il y a ces fameux apports électriques. Comment on fait? Donc il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape du dessin du bâtiment où on a travaillé sur un zonage des espaces en fonction de la solarisation, etc. Parce qu'effectivement, on a des cuisines pédagogiques, mais on a aussi une salle de restauration, on a aussi un gymnase sur le toit, etc. Donc on a travaillé ces espaces pour leur localisation soit systématiquement en adéquation évidemment avec l'usage, mais aussi avec la solarisation et les apports solaires en fonction de là où on en avait besoin. Ensuite, on a dû travailler assez rapidement sur les systèmes. Et là, ça a été un travail qu'on a l'habitude de faire avec les bureaux d'études fluides sur la ventilation, etc., mais qu'on n'a pas l'habitude de faire avec un bureau d'études cuisiniste, qui, lui, n'a pas l'habitude de se poser la question de l'efficacité énergétique de ses équipements, de la récupération d'énergie qu'on peut mettre en place dessus. Donc là, typiquement, sur ce projet, on a énormément de hôtes qui vont extraire énormément d'air dans le bâtiment. Cet air chaud, il faut qu'on puisse récupérer de l'énergie dessus, sinon on va avoir des consommations énergétiques beaucoup trop importantes. Et donc on a mis en place un système de récupération d'énergie sur ces hôtes qui n'est pas simple parce que c'est de l'air très vicié. Et puis on a travaillé beaucoup sur la gestion de ces équipements. Typiquement, dans un bâtiment passif, si vous avez un professeur qui arrive dans la salle pédagogique et qui allume tous les équipements d'un coup à fond, on va exploser les consommations énergétiques. Donc là, il y a un travail très fin de gestion
en disant on part sur des équipements qui ont cette possibilité de modulation, la vitesse des hottes, la puissance des fours, le taux d'utilisation des appareils. Et puis on va aussi devoir accompagner à la réception du bâtiment les utilisateurs pour les sensibiliser à cette question-là, parce que tous les calculs qu'on a fait là, on a pris des hypothèses d'usage qui sont très dimensionnantes sur les consommations finales. Donc il y a cet accompagnement qui est aussi très, très important. Ça veut dire que nécessairement, il y aura un peu de pédagogie une fois que le bâtiment sera livré auprès des équipes qui gèrent le bâtiment, qui exploitent le bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà travaillé avec eux. C'est-à-dire que évidemment, on ne fait pas ces usages dans notre coin. Donc on a fait plusieurs réunions de travail pour définir avec eux quelles étaient les hypothèses réalistes d'usage de ces équipements. Et on est reparti aussi parce qu'il y a une part d'équipements qui sont réutilisés. Donc d'équipements qu'ils connaissent déjà et qu'ils ont déjà l'habitude d'utiliser, et donc de nous donner les informations nécessaires. Pour avoir les infos de consommation et autres. Et d'usage. Et d'usage. Ce qui veut dire que lorsqu'on cherche le label passif là-dessus, on est très au-dessus. Donc comment on arrive, cette fois-ci, vos discussions avec les gens du label, comment ça se passe ? Effectivement, on est très au-dessus des seuils demandés par la maison passive, mais la maison passive a des exigences sur les équipements techniques de cuisine y compris. Donc c'est-à-dire qu'il faut leur montrer qu'on a travaillé sur l'optimisation énergétique de ces équipements de cuisine. S'assurer que c'est les équipements techniques qui ont les meilleures performances en termes de consommation. Et puis après, travailler avec eux sur l'ensemble des récupérations d'énergie qu'on peut mettre en place, les synergies. La fameuse récupération d'air vissé sur les hottes, etc. Et cette énergie récupérée, elle va où ? Elle resserre au chauffage de l'eau chaude sanitaire, par exemple. Parce qu'effectivement, on a des apports internes très importants liés aux équipements de cuisine, mais on a aussi des consommations d'eau chaude sanitaire qui sont très importantes. Donc on profite de cette récupération d'énergie pour préchauffer l'eau qui est destinée à l'eau chaude sanitaire. Cette fois-ci, en termes d'enveloppe du bâtiment, et puis ce sera ma dernière question, qu'est-ce qu'on travaille Vous êtes sur un bâtiment, donc il y a du bois évidemment, mais pas que. On est sur un bâtiment construit en béton intérieur principalement, pour les raisons précitées. On a 2000 m², 2500 m² de locaux humides en fait. Et quand on dit locaux humides, qui ont un environnement qui fait qu'on a une hygrométrie très 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 forte, et dans un contexte de chaleur en plus. En termes d'isolation, effectivement, quand on est sur un bâtiment en PHPP, il faut un manteau, une enveloppe très très performante. On est sur une disposition assez classique de mur ossature bois, façade ossature bois, isolée, biosourcée. Là, on a choisi la paille hachée, auxquelles s'ajoutent des petites complexités constructives d'incompatibilité entre des isolants biosourcés et des usages de locaux humides. Donc on a aussi un accompagnement du bureau de contrôle pour réussir à amender et à se placer dans des dispositions réglementaires qui satisfassent à tout le monde. Donc c'est assez simple. Finalement, sur l'enveloppe, c'est assez simple. Un des prérequis qu'on s'était fixé, et en plus ça marche avec la notion que c'est un laboratoire, on est en allège pleine pour ne pas ramener de la déperdition en pied de façade, et on est en bandeau vitré. C'est-à-dire qu'effectivement, stratégiquement, on ne peut pas mettre du vitrage partout en bâtiment PHPP, parce que c'est soit trop déperditif, soit trop solariser la pièce, mais du coup ça colle avec l'architecture du lieu qui est implantée dans un domaine arboré très intéressant, où finalement pour les usagers on propose une fenêtre sur le paysage en bandeau, et donc on a eu ce travail fenêtre par fenêtre, centimètre par centimètre, réflexion d'une hauteur d'allège, est-ce qu'elle fait 1 mètre, 1 mètre 12, voilà, donc des choses de calage très très fines pour satisfaire à la fois aux exigences performantielles sur l'enveloppe, mais toujours en repensant la place de l'usager dans son bâtiment vis-à-vis de l'extérieur. Voilà, c'est important que quand je cuisine, je puisse voir ce qui se passe à l'extérieur, surtout si j'ai un parc. Exactement, c'est tout à fait ça. On arrive au terme de l'échange. Une petite conclusion sur ce travail que vous avez mené et éventuellement un conseil ou un message à faire passer auprès de vos collègues quand on s'attaque à ce genre de bâtiment. Oui, le conseil que je donnerais, c'est de prendre le sujet le plus en amont possible, de bien se rendre compte de ce que ça implique, de faire un calcul extrêmement détaillé sur un équipement comme celui-là, et d'engager tout de suite les discussions avec la maison passive et les utilisateurs. Voilà. Démarrage de chantier ?
Démarrage de chantier dans quelques semaines. Prochain enjeu, parce que entreprise locale, un chantier encore d'état séparé, et on sait que la plupart des entreprises n'ont pas travaillé sur ce type de bâtiment. Donc très très gros enjeu. Très très gros enjeu, beaucoup de pédagogie. Pédagogie, accompagnement, et on est encore dans les discussions avec la maison passive parce que effectivement le processus de labellisation... Parce qu'on ne sait pas encore si on va y arriver, c'est ça? Exactement. Le processus de labellisation, si vous voulez, dans un très itératif, et par contre on a un calendrier. Donc, un des retours d'expérience, c'est une mise en phase d'un calendrier d'études avec la démarche. Là, on doit démarrer le chantier, mais aujourd'hui, on a finalisé nos études, mais on n'a pas finalisé la validation des études par la maison passive. Et c'est en cours, j'imagine. Enfin, c'est très en cours. C'est très en cours. Sur le livraison livraison, très exactement, dans 18 mois, j'espère. Voilà. Donc on se revoit dans 2 ans ici. Exactement, avec on vous dira plaisir. comment ça s'est passé. Ça marche, merci. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV, venir nous parler de construction passive dans des locaux ultra techniques. Une émission à retrouver, comme toutes celles que nous enregistrons ici, sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires, que sont bien sûr le Codifab, le Forum international Bois Construction et les magazines 5 Façades et Woodsurfer. Merci à vous.